Trading Podcast numéro 61, nous y voilà. J'espère que tout le monde a passé un bon week-end et que tout le monde a pris le temps de bien préparer sa semaine. Nous démarrons lundi matin, comme d'habitude, avec un podcast pour booster le mindset afin d'atteindre nos objectifs au cours de la semaine. Aujourd'hui, je suis avec Oussama, où nous allons partager quelques clés pour réussir sa vie à travers une série de questions et de réponses. Bonjour Oussama. Bonjour Oussama. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir aujourd'hui concernant la réussite dans la vie? La première question. Et comment développer sa discipline? Comment développer sa discipline? Alors, comme j'ai l'habitude de le dire, la discipline, c'est la clé pour réussir dans tous les domaines de la vie. Discipline, ça veut dire le fait de savoir ce qu'il faut faire et le faire, savoir ce qu'il ne faut pas faire et ne pas le faire. Donc, la discipline commence d'abord par la connaissance. Si quelqu'un veut réussir dans quelque chose et que la personne ne sait pas comment réussir, même si c'est une personne disciplinée, elle ne va pas faire ce qu'il faut pour réussir. Donc, peu importe si on veut réussir dans l'agroalimentaire, dans le business, dans la photographie, peu importe, il faut d'abord avoir la connaissance de ce qu'il faut faire avant d'être discipliné. C'est comme dans le trading, il y a des gens qui sont disciplinés avec la mauvaise stratégie. C'est-à-dire, ils ont une stratégie qui ne fonctionne pas, ils ont la discipline pour respecter la stratégie, mais ils n'ont toujours pas de résultat. Donc, dans ce contexte, on peut retrouver quelqu'un qui est discipliné, mais n'a pas les résultats qu'il veut. De la même manière, on a quelqu'un qui veut perdre du poids. Et la personne, il va faire du sport tous les jours. Mais il ne fait pas du sport pour perdre du poids. Il va soulever des haltères, etc. Donc, il fait du sport pour prendre de la masse. Donc, cette personne sera certes disciplinée, mais avec la mauvaise méthode. Donc, la discipline commence d'abord par la connaissance. Le fait de savoir ce qu'il faut faire et le faire. Le fait de savoir ce qu'il ne faut pas faire et ne pas le faire. Donc, en dehors de cette connaissance, il y a maintenant la capacité à connaître. La capacité à se pousser à faire ce qu'il faut faire. Et cette capacité à se pousser à faire ce qu'il faut faire, ça se développe comme un muscle. Il y a des gens qui sont nés avec une certaine discipline dès leur naissance, mais pour la plupart des gens, nous avons cultivé l'indiscipline depuis le bas âge. C'est-à-dire, en allant à l'école, par exemple, on ne faisait pas les devoirs. Des fois, on séchait les cours. Des fois, on ne respectait pas les heures. On venait en retard. Donc, tout cela, c'est de l'indiscipline. Et on a grandi avec. Donc, ce qui veut dire que pour développer sa discipline, il faut remuscler la partie du cerveau qui exécute. Parce qu'il y a l'ordre et il y a l'exécution. Donc, l'ordre, c'est le fait de se dire « Ah, je dois faire telle chose ». L'exécution, c'est le fait de se lever et de le faire. Donc, on doit s'entraîner constamment à le faire. Et une fois qu'on s'entraîne constamment à le faire, ça devient naturel ou bien automatique. Et pour ça, ça passe par les petites choses. Premièrement, il faut se lever tôt le matin. Parce que la plupart des gens ne se lèvent pas tôt parce que c'est difficile de se lever tôt. Mais quand on se dit, demain je dois me lever à 6 heures, quand l'alarme sonne à 6 heures et qu'on raccroche pour continuer à dormir, c'est de l'indiscipline. Donc, on commence d'abord par respecter de petites choses. Donc, en se disant, il faut que je me lève à 6 heures pile, je me lève. Même si j'ai toujours sommeil, je me lève. Donc, ça muscle la partie du cerveau qui exécute. Deuxième des choses, il faut mettre de l'ordre dans ses affaires. C'est-à-dire quand on a un bureau, une table, une chambre, quand tout est désordonné, ça veut dire qu'on ne se pousse pas à mettre de l'ordre dans les choses. Et quand l'extérieur est désordonné, l'intérieur aussi est désordonné. Donc c'est pourquoi il faut prendre le temps de mettre de l'ordre à l'extérieur pour qu'à l'intérieur, ça soit aussi ordonné. Donc, le fait de ranger ses affaires, c'est une manière de muscler sa discipline. Donc quand je vois quelque chose qui traîne, un bout de papier, une bouteille qui traîne par terre et que je laisse, de la même manière, quand je vais avoir une entreprise, quand il y aura un employé ou bien un collaborateur qui va faire une bêtise, je vais aussi laisser passer. Et de fil en aiguille, c'est ça qui va détruire mon activité. Donc, je dois me pousser à régler de petites choses, de petits détails. C'est ça qui va me permettre d'avoir le réflexe de régler les gros détails. Troisième manière de développer sa discipline, il faut faire du sport. Tout le monde n'a pas envie de se lever, d'aller courir, d'avoir mal, d'être fatigué, d'avoir des crampes. Mais quand on se pousse à faire ça, ça veut dire qu'on muscle la partie du cerveau qui développe sa discipline. Quatrième des choses, il faut lire. Beaucoup de personnes ne lisent pas. C'est très compliqué de prendre un livre et de se dire « oui, je dois lire pendant 30 minutes tous les jours ». Et quand on se pousse à le faire, on muscle la partie du cerveau qui respecte la discipline ou bien qui permet d'être discipliné. Donc, en lisant régulièrement, en faisant régulièrement quelque chose, on se discipline là-dessus. Maintenant, bien sûr, la dernière des choses, c'est de se pousser à chaque fois à faire ce qu'on est censé faire, même quand on n'en a pas envie. Ou bien à ne pas faire ce qu'on n'est pas censé faire, même quand on en a envie.
Par exemple, en trading, on voit un setup, on sait qu'on ne doit pas prendre ce setup et on le prend quand même en se disant, je vais voir ce que ça va donner. Non. Il faut à chaque fois s'empêcher de faire ça. Ce setup ne respecte pas mes règles, je ne le prends pas. Ce setup respecte mes règles, je le prends. Si je veux risquer $10 sur la position, je fais en sorte de risquer $10 sans dépasser les $10. Quand je prends une position, je veille à mettre un stop loss à chaque fois. Je ne vais pas dire, bon, je vais laisser ça sans stop loss pour voir ce que ça va faire. Donc, à chaque fois, je m'impose de faire ce que je dois faire et j'évite de faire ce que je ne dois pas faire. C'est comme ça qu'on développe sa discipline. Et deuxième question, comment réagir quand on vous sous-estime? Comment réagir quand on se fait sous-estimer? Il peut arriver la plupart du temps qu'on se fasse sous-estimer, dans la mesure où, quand on est dans un environnement où les autres se croient supérieurs à nous, ils peuvent nous regarder de haut et nous sous-estimer en se disant que nous, on ne vaut rien, etc. Le premier réflexe à avoir, en tout cas, quand on se fait sous-estimer ou bien lorsqu'on manque de respect, c'est de rester silencieux, de rester calme et d'essayer de comprendre pourquoi cette personne nous sous-estime ou bien pourquoi cette personne nous manque de respect. Donc, quand quelqu'un dit, par exemple, toi, tu ne vaux rien, quand quelqu'un dit, par exemple, toi, tu ne fais rien, ou du moins, tu n'es pas à mon niveau, il faut chercher à comprendre pourquoi la personne a dit ça. Et quand on comprend pourquoi la personne a dit ça, soit généralement, c'est un problème d'ego. Quand quelqu'un dit, moi, je suis supérieur à toi, donc c'est son ego. La personne cherche juste à se valoriser elle-même. Deuxième des choses, c'est peut-être que toi-même, tu as eu un comportement qui a permis à la personne de te manquer de respect. Peut-être, tu as peut-être été trop familier avec la personne, ou bien tu lui as donné des informations sur toi que tu n'aurais pas dû donner. Donc, ces informations font que la personne se dit, bon, moi, je croyais quelque chose sur toi, et finalement, je suis complètement déçu parce que tu ne réponds pas à mes attentes. Donc, ça peut amener la personne à sous-estimer. Mais, comme toutes les causes, la seule manière de réagir efficacement quand on nous sous-estime, c'est de rester au travail. Parce que quand on travaille, on finit toujours par présenter des résultats qui dépassent ceux qui ne travaillent pas. Et quelqu'un qui a le temps de sous-estimer les autres, ça veut dire que la personne n'est pas humble. Et quand la personne n'est pas humble, ça veut dire quoi? La personne ne cherche pas à progresser. Et quand la personne ne progresse pas, ceux qui travaillent vont le dépasser. Et finalement, c'est lui qui se retrouve en arrière. Donc, c'est la raison pour laquelle quand quelqu'un vous sous-estime, la principale des choses que vous devez faire, c'est de rester au travail. Quelqu'un pense qu'il gagne 10 millions par mois et vous gagnez juste 100 000 francs, c'est bien. Continuez de travailler. Parce que si la personne gagne 10 millions par mois et pense qu'il est supérieur aux autres, ça veut dire que cette personne ne pense pas à aller à 30 millions ou bien à aller à 100 millions par mois. Donc, ça veut dire que vous, en travaillant, vous finirez par le dépasser. Donc, quelqu'un vous critique, continuez de travailler. Quelqu'un vous manque de respect, continuez de travailler. Quelqu'un vous déteste, continuez de travailler. Parce que ce n'est que le travail qui va vous produire des résultats qui vous donneront raison. La question suivante, comment surmonter la peur? Comment surmonter la peur? Face à quelque chose d'inhabituel, nous avons généralement peur. La peur ne vient pas du fait que on a un monstre devant nous, ou bien des araignées, ou bien des fantômes. On a généralement peur de quelque chose qui n'est pas habituel. Okay. Nous n'avons pas peur de quelque chose qui est dangereux, nous avons peur de quelque chose qui est inhabituel. C'est-à-dire quand on n'est pas habitué à faire quelque chose, en face de cette chose, on a peur. Même si la chose, pour nous, représente un danger, cette perception du danger vient juste de l'inhabituel. Par exemple, on dit traverser la route, c'est dangereux. Quelqu'un qui a l'habitude de traverser la route ne va pas trouver ça dangereux. On dit escalader des montagnes, c'est dangereux. Il y a des gens qui escaladent des montagnes tous les week-ends, juste pour s'amuser. On dit nager dans la mer, c'est dangereux. Mais il y a des gens qui vont en profondeur dans la mer pour aller attraper du poisson. Donc, le danger vient juste de l'inhabituel. Quand on est habitué à quelque chose, la peur disparaît. Donc, pour surmonter maintenant la peur, c'est-à-dire la première étape, quand on est face à quelque chose d'inhabituel, c'est de penser positivement. Parce que généralement, notre peur vient de notre imagination. On se dit, est-ce que les gens ne vont pas me critiquer? Par exemple, pour prendre la parole en public, pour la première fois où on se présente devant un public, on a tellement peur qu'on n'arrive pas à s'exprimer. Mais cette peur vient du fait qu'on imagine que les gens vont penser qu'on parle mal, ou bien les gens vont nous critiquer, ou bien les gens ne vont pas nous écouter. Donc, on se fait des scénarios, des mauvais scénarios dans la tête qui font que notre cerveau croit que c'est la réalité. Et c'est le fait que le cerveau croit que c'est la réalité que ça devient une forme de peur. Un exemple terre à terre, quand on était enfant, peut-être on nous racontait des histoires de fantômes et on pensait que les fantômes existaient. Et chaque fois qu'on se retrouve seul dans la nuit, on a peur que les fantômes viennent nous attraper. Mais une fois adulte,
On s'en fout complètement parce qu'on sait que ça n'existe pas. Donc, c'est juste l'image qu'on se fait dans la tête qui fait qu'on a peur de quelque chose. Donc, la principale manière de surmonter n'importe quelle forme de peur, c'est d'avoir une pensée positive vis-à-vis de la chose qu'on veut faire, en s'imaginant le meilleur scénario possible, au lieu de s'imaginer le pire scénario possible. C'est comme ça que les enfants font, et les enfants n'ont peur de rien. Un enfant peut sauter de la table, tomber par terre, quitte à ce qu'il se casse le pied avant de se rendre compte que c'est pas bon, mais il va quand même le faire. Parce que dans sa tête, il n'a pas l'image de quelque chose de mauvais. Mais c'est les adultes qui vont lui dire, ah, ça c'est pas bon, ah, ne va pas chez le voisin, ah, ne mange pas chez le voisin. Si tu fais comme ceci, on va t'empoisonner, tu vas faire ce. Donc, on lui raconte des choses qui créent de mauvais scénarios dans sa tête. Et ces mauvais scénarios-là génèrent un sentiment d'insécurité qui provoque la peur. Donc, quand on veut surmonter une peur, il suffit juste de voir quel est le meilleur scénario possible. Donc, quand vous allez négocier un contrat, ou bien vous avez un entretien d'embauche, ou bien vous voulez rencontrer un client pour négocier une affaire, imaginez-vous toujours quel est le meilleur scénario possible. Ah, je vais à l'entretien d'embauche, on va me recruter. Donc, j'y vais avec plus d'enthousiasme. Je vais rencontrer mon client, il va accepter mon deal et me donner beaucoup d'argent. Donc, j'y vais avec beaucoup plus de confiance et d'enthousiasme. C'est comme ça qu'on surmonte la peur. Comment communiquer efficacement? Communiquer efficacement, déjà, ça commence par le fait de surmonter la peur de communiquer. Donc, quand on veut communiquer, généralement, on a un peu de trac. Donc, il faut d'abord surpasser ça vis-à-vis de ce que j'ai dit précédemment. Donc, pour surmonter la peur, je viens d'expliquer qu'il faut avoir des pensées positives. Maintenant, il y a des astuces et des conseils, des techniques de communication, bien sûr, qu'on apprend tout au long d'une carrière, mais quelques clés qui peuvent être utiles. Premièrement, il faut toujours garder le contact visuel avec quelqu'un. Quand on parle à quelqu'un, il faut toujours le regarder. On ne baisse pas la tête, on ne jette pas les yeux dans tous les sens, on ne fuit pas du regard, il faut toujours regarder la personne à qui on parle. Deuxième des choses, il faut respirer pendant qu'on parle. C'est-à-dire parler lentement de telle sorte que ce qu'on dit soit compréhensible. Il faut observer des temps de pause. C'est-à-dire quand on parle, il ne faut pas tout dire de façon linéaire. Il faut parfois s'arrêter pour permettre à la personne d'assimiler ce qu'on vient de dire. Troisième des choses, il faut éviter les gestes parasites. Se gratter la tête, claquer les doigts, jouer avec son bracelet, sa montre, ou bien, je sais pas, jouer avec ses doigts, etc. Il faut éviter les gestes parasites. On peut faire des gestes, mais pour exprimer mieux ce qu'on est en train de communiquer. Donc voilà quelques clés. Et surtout la dernière, il faut être audible, c'est-à-dire parler à haute voix. Comment on reconnaît quelqu'un qui manque de confiance en lui? On reconnaît quelqu'un qui manque de confiance en lui quand la personne n'est pas audible. C'est-à-dire la personne parle, mais on ne l'entend pas. Il parle à voix basse. Parfois on dit pardon, pardon, avant de comprendre ce que la personne dit. Donc cette personne manque de confiance en lui. Mais quand on parle à haute voix, on exprime sa confiance. On permet à la personne de mieux nous comprendre et d'avoir confiance en nous. Donc premièrement, garder le contact visuel. Deuxièmement, éviter les gestes parasites. Troisièmement, parler à haute voix. C'est comme ça qu'on communique efficacement. C'est quoi être un homme de valeur? Un homme de valeur. Pour être un homme de valeur, il faut être un homme qui est demandé. Quand on parle de valeur de quelque chose, la valeur de quelque chose est assimilée à la manière dont la chose est demandée. Par exemple, si je prends l'or, l'or a de la valeur parce que tout le monde veut avoir de l'or. L'or est fortement demandé. Quand je parle du diamant, le diamant a beaucoup de valeur parce que tout le monde aimerait avoir un jour un diamant parce que c'est fortement demandé. Mais quand je prends quelque chose peut-être qui n'est pas demandé, peut-être par exemple les ordures. Les ordures, personne ne veut avoir des ordures chez lui. Tout le monde se débarrasse de ses ordures. Donc les ordures n'ont pas beaucoup de valeur. Donc le jour où on va créer quelque chose pour faire demander des ordures, là les ordures vont avoir de la valeur. Donc la valeur de quelqu'un ou de quelque chose est représentée par la manière dont cette chose est demandée. Donc pour être quelqu'un de valeur, il faut être quelqu'un qui est demandé, quelqu'un qu'on demande, quelqu'un qu'on réclame, quelqu'un avec qui on veut être, quelqu'un avec qui on veut travailler. Et pour ça, la première des choses, c'est d'être compétent. C'est-à-dire, on ne veut pas être avec quelqu'un qui ne sait rien faire. Donc, il faut savoir faire quelque chose. C'est quand vous savez faire quelque chose qu'on peut vous réclamer. Soyez bon, peut-être dans votre façon de communiquer, dans votre activité professionnelle ou bien dans un métier quelconque. Quand vous êtes bon à faire quelque chose, c'est là les gens vous réclament. C'est là les gens vous demandent. Et plus les gens vous demandent, plus vous avez de la valeur. La deuxième des choses, il faut avoir un bon savoir-vivre. Certaines personnes sont compétentes, mais ils ne savent pas vivre avec les gens. Ils ne savent pas parler avec les gens. Ils ne savent pas mettre les gens à l'aise. Donc, naturellement,
Même s'ils sont compétents, les gens les fuient parce qu'ils ont une mauvaise attitude. Donc, il faut avoir de bonnes attitudes. Il faut avoir un bon savoir-vivre. Donc, quand vous avez un bon savoir-vivre, naturellement, les gens vous demandent. Donc, pour être quelqu'un de valeur, il y a juste 2 choses à faire. Être compétent et avoir un bon savoir-vivre. Et bien sûr, tout cela, ça regroupe beaucoup d'éléments qu'on n'aura pas forcément le temps de détailler. Comment gérer son argent? Comment gérer son argent? Une question qui est très importante et qui revient souvent. Lorsqu'on a de l'argent, ça veut dire que nous avons un réservoir. Donc, considérez votre argent comme une bouteille d'eau avec laquelle vous devez traverser le désert. Est-ce que vous allez utiliser cette bouteille de la même manière que quelqu'un qui vit à côté d'un lac? Je ne pense pas. Donc, votre argent, c'est votre ressource. C'est les briques que vous allez utiliser pour construire votre avenir. C'est aussi les graines que vous allez semer, pour pouvoir récolter beaucoup plus. Donc, gérer son argent, ça commence par le fait de budgétiser, c'est-à-dire de fragmenter son argent afin de l'orienter là où ça doit être. Et le premier endroit où on oriente son argent, c'est dans ses besoins. Tous autant que nous sommes, nous avons des besoins fondamentaux. Se nourrir, se vertir, se loger, se soigner, s'instruire. Ça veut dire que quand on reçoit de l'argent, le premier pourcentage doit être orienté vers l'alimentation, qu'est-ce que je vais manger, se vertir, qu'est-ce que je vais porter, se loger, le logement, où est-ce que je vais rester, où est-ce que je vais habiter, se soigner, donc comment est-ce que je me soigne, si je tombe donc le budget maladie, et ensuite s'instruire, le budget formation et apprentissage. Donc ça, c'est des dépenses qui sont obligatoires qu'on doit faire. Donc ce qui veut dire que dès que je reçois mon argent, je dois savoir combien j'oriente à chaque endroit, combien j'oriente dans l'alimentation, combien j'oriente dans le loyer, combien j'oriente dans l'instruction, dans la santé, etc. Donc, une fois que je sais exactement combien j'oriente, j'essaye de faire en sorte que je dépense le moins. Par exemple, dans l'alimentation, en préparant à la maison, je peux dépenser moins que si je mange tout le temps au restaurant. Donc, je vais trouver une manière de réduire le coût de la nutrition parce que c'est un besoin fondamental, mais je vais réduire un peu le coût. Pas en mangeant moins, mais en économisant par rapport à l'alimentation. Deuxièmement, le budget de location. Si je gagne 500 000 par mois et que j'ai un loyer de 400 000, ça ne fait pas l'affaire. Donc, je vais essayer de réduire le coût de la location en étant quelque part où ça me permet d'épargner plus d'argent. Troisièmement, le budget de formation. Le budget de formation, c'est tout ce qui concerne l'apprentissage, que ce soit dans le milieu professionnel ou bien dans n'importe quel domaine. Donc, il faut un budget pour ça. Et pour ça, on trouve aussi une manière de pouvoir réduire les coûts. Par exemple, en profitant des promos, par exemple, en achetant des livres. Il y a des livres qui sont moins chers dans certaines librairies par rapport à d'autres, etc. Donc, trouver quand même des périodes où on peut faire des achats efficaces, mais à moindre coût ou bien à coût réduit. Maintenant, en dehors des besoins fondamentaux, il y a les besoins accessoires. Le besoin de divertissement, le besoin d'investissement, le besoin de transport. Donc, tout cela, c'est des besoins qui sont accessoires. Donc, dans le besoin de divertissement, je vais mettre la plus petite partie de mon budget là. Le besoin de transport, pareil. Et dans le besoin d'investissement, en dehors des besoins fondamentaux, le principal budget à alloquer, c'est le budget d'investissement. C'est ça qui permet de générer plus d'argent. Donc, quand je reçois mon argent, sur 100% de ce que je reçois, 50% iront dans les besoins, 30% sur l'investissement et les 20% restants iront soit dans le divertissement, soit dans le transport. Comment gérer ces bénéfices en trading? Les bénéfices en trading. Les bénéfices en trading doivent être utilisés de 2 manières. Soit pour gérer ses dépenses, soit pour grossir son capital. Mais ce que je recommande de manière générale, c'est de retirer à chaque fois qu'on génère du bénéfice. À chaque fois qu'on génère du bénéfice, on retire. Pour savoir avec quel capital on est vraiment en train de travailler. Exemple terre à terre, vous faites un dépôt de $500 et après avoir fait le dépôt, vous générez un bénéfice de $200. Personnellement, je retire les 200 et je reprends avec les 500 pour garder à l'esprit quel est mon capital de base. Parce que souvent, quand on trade et qu'on génère du bénéfice et que le capital grossit, on se permet de prendre plus de risques. Et quand on prend plus de risques, c'est là on finit par perdre tous ses bénéfices. Donc personnellement, je préfère d'abord retirer le bénéfice et recommencer avec le capital de base. Maintenant, ce bénéfice qui est retiré, soit ça ira dans un investissement ou bien dans une dépense, soit je le garde de côté pour grossir le capital. Mais comment je grossis le capital? En épargnant les bénéfices et après, je redépose les bénéfices pour faire un nouveau capital avec un nouveau plan de money management. Donc, vous devez connaître c'est quoi votre capital de base et quels sont vos bénéfices. Et une fois que les bénéfices sont générés, vous les retirez au fur et à mesure. Bien sûr, en fin de section, c'est-à-dire, je ne vais pas être en train de trader un actif,
j'ai un mouvement qui est en cours, je n'ai pas encore atteint mon objectif, et comme j'ai envie de vite encaisser mes gains, je ferme rapidement les positions juste pour retirer l'argent. Non, je finis d'abord ma session, j'essaie de voir combien j'ai gagné sur cette session, et une fois que je vois combien j'ai gagné sur la session, là, je peux retirer les bénéfices, je les mets de côté. Maintenant, quand je les mets de côté, c'est moi qui décide, est-ce que je les dépense, est-ce que je les investis ailleurs, ou bien est-ce que je les garde pour faire un autre dépôt avec un capital plus conséquent. Comment progresser dans tout ce qu'il fait? Dans tout ce qu'on fait, comment progresser? Il y a un seul secret pour progresser, c'est la régularité. La régularité, c'est-à-dire la constance. Le fait de faire la même chose tout le temps. Quand vous voyez les grands boxeurs, les grands traders, les grands professeurs, peu importe, les grands médecins, les grands sportifs, peu importe, c'est juste des gens qui ont répété la même chose tous les jours. Tous les jours, ils se sont levés et ils ont fait la même chose. Quand on veut devenir un grand trader, il faut se lever tous les jours et observer les marchés. Il faut se lever tous les jours et essayer des trades. Il faut se lever tous les jours, bien gérer son capital. Tous les jours, tenir un journal de trading. Donc, c'est en le faisant tous les jours que le temps lui-même fait de vous quelqu'un d'expert. Parce que, au fur et à mesure que vous le faites, au fur et à mesure vous allez corriger vos erreurs, ajuster les choses, tailler votre pierre, de telle sorte qu'après, ça soit bien poli et bien précis. Donc, c'est comme ça, en fait, qu'on progresse. Donc, la clé du progrès, premièrement, c'est la régularité. Maintenant, une deuxième clé du progrès, bien sûr, c'est d'avoir quelqu'un avec qui travailler. Quand on veut être un grand sportif, on progresse plus vite avec un coach sportif plutôt qu'en travaillant seul. Parce que la personne vous partage directement son expérience et vous évite certaines erreurs qui pourraient vous coûter du temps et de l'argent. Donc, de la même manière, quand on veut devenir un grand trader, un grand musicien, un grand photographe, un grand athlète, peu importe, quand on a un coach ou un formateur, quelqu'un qui est là pour vous encadrer, c'est beaucoup plus facile de progresser plus rapidement. La question c'est comment développer un réseau? Développer un réseau. Comment développer son réseau? Comme je l'ai dit, le réseau, c'est la clé de la réussite. Vous pouvez avoir les meilleures compétences, les meilleures aptitudes, mais dans le mauvais réseau, c'est-à-dire dans le mauvais environnement, vous ne vous développerez pas. C'est comme un poisson qu'on sort de l'eau et qu'on met sur la plage. Il a beau savoir nager, mais sur la plage, il va rien faire. Donc, quand on veut réussir, il faut être dans le bon environnement, dans l'environnement qui permet de réussir. C'est la raison pour laquelle on voit peut-être un frère qui quitte l'Afrique, qui était rien du tout au quartier, mais il va dans un autre pays et il revient comme un super-héros. Pourquoi? Juste parce que il a intégré le bon réseau qui lui a permis de mettre en évidence son potentiel. Donc, si vous n'avez pas la possibilité de quitter votre environnement, vous devez, dans votre environnement, construire autour de vous un bon réseau. Pour ça, il y a une chose à faire. Fréquentez les environnements où vous pouvez trouver des personnes qui vous ressemblent. Si par exemple, je veux être un millionnaire, je dois fréquenter des environnements où il y a des millionnaires. En l'occurrence, les séminaires, en l'occurrence, les grands hôtels, en l'occurrence, les sites d'investissement, etc. Donc, c'est là que je peux retrouver des gens qui partagent les mêmes visions que moi. Donc, fréquenter les bons environnements. La deuxième des choses, c'est de trouver un mentor. Parce que quand vous avez un mentor, le mentor, il va aussi vous connecter à son réseau. Et quand vous travaillez avec lui, son réseau, naturellement, vous profitez de son réseau. C'est là que vous entrez en contact avec des grandes personnes. Ça me rappelle, même moi-même, ma propre histoire, en étant juste ami avec des personnes qui étaient bien placées. Là, actuellement, je suis ami avec beaucoup de personnes qui sont aussi bien placées parce que les réseaux se connectent à d'autres réseaux. C'est comme ça qu'on arrive à construire de grands réseaux. Mais si vous traînez avec des gringalés, si vous traînez avec des fainéants, c'est vous-même qui finirez par devenir gringalé et fainéant. La question c'est vrai, comment gérer son équipe de travail? Comment gérer son équipe de travail, ça renvoie à une question de leadership. Le leadership, c'est le fait de mener une équipe ou bien un groupe de personnes vers un objectif commun. Et un leader, c'est quelqu'un qui est doté d'une vision et qui sait orchestrer le temps, les moyens et les ressources, les compétences d'autres personnes pour faire de sa vision une réalité. Donc, peu importe ce que nous allons vouloir développer, il nous faut une équipe. Et quand on a une équipe, il faut avoir un bon leadership pour développer cette équipe. C'est la raison pour laquelle, quand vous voulez développer une équipe, ou du moins quand vous voulez gérer une équipe, premièrement, c'est de comprendre le type d'équipe que vous avez. Le type d'équipe. Parce qu'il y a des équipes qui sont plus dynamiques que d'autres. Il y a des équipes qui aiment prendre des initiatives. Et il y a des équipes qui aiment qu'on leur donne des ordres. Il y a des gens qui aiment qu'on leur dise d'abord quoi faire avant qu'ils ne le fassent. Par contre, il y a des gens qui n'aiment pas qu'on leur dise quoi faire et qui aiment prendre des initiatives. Donc, il faut d'abord prendre le temps de comprendre quelle est l'équipe qu'on a en face. Quels sont les types de personnes qui constituent cette équipe?
quelles sont leurs personnalités, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas. Donc ça, il faut d'abord le comprendre. Sinon, si on ne le comprend pas, on va adopter des méthodes que l'équipe n'absorbe pas, ne comprend pas, et finalement, l'équipe ne produit pas les résultats qu'on veut. Donc, il faut d'abord prendre le temps de comprendre son équipe. La deuxième des choses, il faut montrer l'exemple. C'est-à-dire, quand je veux que les gens soient à l'heure, il faut que moi-même, en tant que leader, je sois à l'heure. Je ne peux pas dire aux gens, venez à 8 heures et moi, je me pointe à 10 heures. Donc, quand on veut diriger une équipe dans une direction, il faut d'abord montrer l'exemple dans tous les aspects. Dans tous les aspects. Si on voit que l'équipe est indisciplinée, les gens sont impolis, les gens ne prennent pas soin du travail comme cela se doit, nous devons être le premier à être disciplinés et prendre soin du travail. Donc, ce qu'on veut que l'équipe fasse, il faut d'abord le faire soi-même. Et quand on le fait soi-même, non seulement on inspire l'équipe, mais aussi, ça permet de donner les directives plus facilement. Parce que comme nous-mêmes, on l'a déjà fait, on est capable d'imposer aux autres de le faire. Troisièmement, il faut faire des bilans. C'est-à-dire, il faut fixer des objectifs à l'équipe, se dire que voilà l'objectif que nous voulons atteindre. Voilà ce que nous allons faire pour pouvoir l'atteindre et il faut que tout le monde s'y mette. Maintenant, à chaque étape du processus, il faut faire des bilans. Où est-ce qu'on en est? Toi, tu as fait comment? Où est-ce que tu en es, toi? Qu'est-ce qu'on peut ajuster? Qu'est-ce qu'on peut refaire? Qu'est-ce qu'on peut mieux faire? Donc, en fixant l'objectif, l'équipe sait où on va. Par exemple, je ne peux pas venir dans une entreprise de couture et demander aux gens de coudre des habits. À chaque personne, je leur dis, vous devez coudre 20 habits tous les jours. À un certain moment donné, la personne va se fatiguer et ne va plus le faire. Mais si je prends le temps de dire à la personne, j'ai reçu une commande de 3000 tenues. Et cette commande de 3000 tenues, si on arrive à le faire en un mois, ça va nous rapporter 20 millions. Et si on a les 20 millions, on va se le partager entre nous. Et là, celui qui produit le plus d'habits, il aura le plus gros pourcentage. Quelle est la différence entre celui qui dit ça et celui qui ne dit rien et dit juste, faites juste 20 habits? Donc, je pense que dans le deuxième cas, l'équipe va beaucoup plus travailler. Chacun va essayer de produire le maximum parce qu'ils comprennent où on va. Donc, il faut fixer un objectif, montrer à l'équipe où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on veut atteindre comme objectif, quelle est la projection sur le long terme de ce qu'on est en train de faire et donner des tâches à chacun. Et veiller à ce que chaque personne puisse accomplir cette tâche de la bonne manière et faire régulièrement des bilans pour s'assurer que tout le monde est sur le bon chemin. Donc, de manière générale, voilà comment on gère une équipe. Il faut aussi avoir une certaine écoute. C'est-à-dire, quand quelqu'un ne fait pas bien ce qu'il faut, parfois il faut s'asseoir et bien écouter la personne. C'est quoi son problème? Ok? Est-ce qu'il a un souci qui l'empêche de travailler? Donc, il faut aussi être un père pour l'équipe, de telle sorte que quand quelqu'un déconne, en dehors des aspects techniques, il faut voir quels sont les autres éléments qui impactent ses performances. Donc, vraiment, cela renvoie vraiment à une notion de leadership qu'on ne pourra pas tout détailler. Mais voilà quelques clés qui permettent de bien gérer une équipe. La question suivante est comment rallier les parents à sa cause? Il peut arriver parfois qu'on a des choses qu'on veut faire, des objectifs qu'on veut atteindre, mais que les parents ne suivent pas. Et ça peut être dans plusieurs secteurs. Ça peut être des objectifs conjugaux. Les parents ne sont pas d'accord avec notre conjoint, notre conjointe. Ça peut être des objectifs financiers. On veut monter un business, mais les parents ne sont pas d'accord. Ça peut être des objectifs professionnels. Nous, on veut être médecin, papa veut qu'on soit sapeur-pompier. Donc, peu importe le type d'objectif qu'on souhaite atteindre, parfois on peut rencontrer des résistances d'un point de vue parental. Et cela renvoie toujours à la question de la compréhension. C'est-à-dire, il faut comprendre quel type de parents on a. Il y a des parents dont la jauge d'action est beaucoup plus élevée que d'autres. Quand je parle d'une jauge d'action, c'est la capacité à tolérer certaines choses. Pour certaines personnes, c'est plus facile de tolérer certaines choses, certaines décisions venant des enfants. Pour d'autres personnes, avec leur instinct protecteur, la capacité à tolérer certaines choses est beaucoup plus difficile. Par exemple, vous allez voir des parents, on n'ose pas rentrer après 19 heures avec eux. Par contre, il y a d'autres parents, on peut rentrer à 22 heures, 23 heures. Donc, ça dépend de la tolérance de chaque parent. Donc, il faut d'abord comprendre quel type de parent on a. Mais en dehors de cet aspect, il faut aussi comprendre la volonté du parent. C'est pourquoi je disais la dernière fois qu'il faut plus se concentrer sur ce qu'on donne plutôt que sur ce qu'on veut recevoir. Si je veux recevoir une permission ou bien une autorisation, je dois d'abord me concentrer sur qu'est-ce que je dois donner en échange. Donc, si j'ai des parents qui m'exigent certaines choses, je dois d'abord comprendre qu'est-ce qu'ils veulent. Bon, bien, des parents qui m'empêchent de faire certaines choses, je dois d'abord comprendre qu'est-ce qu'ils veulent. Et quand je leur donne d'abord ce qu'ils veulent, ils peuvent me donner plus facilement ce que je veux. Un exemple terre à terre, des parents qui ne veulent pas que je me lance dans le trading ou dans le business parce qu'ils veulent que je fasse d'abord mes études. Je sais que si je réussis dans mes études, j'aurai plus facilement une autorisation plutôt que si je ne fais pas dans mes études. Donc, je dois d'abord comprendre qu'est-ce que les parents veulent. C'est quoi la psychologie derrière. Donc, c'est exactement comme pour convaincre une femme de sortir avec soi ou du moins pour marier une femme. Je donne d'abord la dot et ensuite je fais le mariage.
Donc, je dois d'abord donner quelque chose en échange. Même pour pouvoir draguer une copine, c'est pareil. Je dois d'abord l'inviter au restaurant, lui faire de petits cadeaux, lui faire de petits gestes. Donc, c'est en donnant cela qu'en échange, elle va me donner son accord, son autorisation. Même chose pour convaincre un client. Même chose pour convaincre un patron. Même chose pour convaincre un ministre. C'est pareil. Je donne d'abord quelque chose et derrière ça, j'obtiens ce que je veux. Donc, si avec des parents, on rencontre des résistances pour les rallier à la cause, premièrement, il faut comprendre qu'est-ce qu'ils veulent. Si vos parents vous interdisent de faire quelque chose, comprenez d'abord qu'est-ce qu'eux ils veulent que vous fassiez. Faites-le d'abord et ça sera beaucoup plus facile d'obtenir ce que vous voulez. Comment avoir de l'influence? Comment être une personne d'influence? C'est très important d'avoir de l'influence, peu importe où on passe, parce que c'est ça qui permet d'avoir une certaine confiance, déjà, c'est-à-dire le fait que les gens nous fassent confiance, et aussi d'être quelqu'un de respecté. Pour ça, il y a quelques clés. Premièrement, la toute première clé de l'influence, il ne faut jamais rompre le contact visuel. C'est-à-dire, quand on parle à quelqu'un, on doit toujours observer cette personne. Quand on observe la personne, on arrive à pénétrer son esprit. Et quand on pénètre son esprit, si cette personne n'est pas ferme, cette personne montre facilement ses faiblesses. Donc, il ne faut jamais rompre le contact visuel. La deuxième des choses, il faut se comporter en maître et en chef. Se comporter en chef, ça veut dire quoi? Il faut parler lentement, il faut parler audiblement. Donc, quand on parle, il faut que les gens puissent entendre correctement ce qu'on dit. Deuxièmement, il faut parler lentement, respirer lentement, bouger lentement. Donc, quelqu'un d'influence, par exemple, ne bouge pas n'importe comment. Il ne fait pas des gestes en vrac. Il ne fait pas des gestes de façon désordonnée. Il fait des gestes qui sont bien précis, bien calculés et des gestes qui sont bien orientés. Donc, quand vous vous retrouvez, par exemple, dans un environnement et vous vous retrouvez à jacasser n'importe comment avec tout le monde, ça veut dire que vous manquez d'influence. Donc, il faut se comporter en chef. Donc, bouger de façon essentielle. Troisièmement, il faut toujours bien s'habiller. Toujours bien s'habiller. On juge un livre à sa couverture et on juge le moine par son habit. Donc, pour être un chef, il faut toujours bien s'habiller. Vous ne pouvez pas être influent en ressemblant à un gringalet ou à un sans-abri. Vous devez être bien habillé. Donc, habillez-vous toujours de manière responsable. Habillez-vous toujours de manière optimale. Habillez-vous toujours avec quelque chose qui attire l'attention. Ah, mais il a une belle chemise. Oh, mais sa médaille, sa chaîne. Il y a toujours quelque chose qui attire l'attention. Donc, habillez-vous toujours bien. Troisièmement, ayez une bonne posture. C'est-à-dire, tenez-vous droit. Donc, il y a souvent certaines personnes, lorsqu'ils sont en train de parler ou de marcher, ils se tiennent de façon penchée, ou bien ils croisent les bras, ou bien ils croisent les jambes, ou bien ils se tiennent sur un seul pied avec l'autre pied qui se balance de l'autre côté. Il faut se tenir droit. Donc, redresser la poitrine, redresser le menton, observer et laisser un petit sourire dans le coin. Donc, dans ces attitudes physiques, on a de l'influence d'un point de vue physique. Mais d'un point de vue psychologique, c'est-à-dire d'un point de vue mental, il faut être compétent dans son domaine. Donc, même si vous avez du charisme et que vous ne savez rien faire, naturellement, vous n'avez pas d'influence. Donc, vous avez de l'influence si vous êtes compétent, si vous êtes bon dans ce que vous faites, si les gens vous voient comme un génie dans ce que vous faites. Donc, c'est ça qui vous donne de l'influence. Et la dernière des choses, soyez au service des autres. C'est-à-dire, concentrez-vous toujours sur ce que vous donnez, pas sur ce que vous recevez. Quand vous êtes au service des autres, les autres vous respectent. Les autres vous respectent pour ce que vous leur donnez, pour ce que vous leur faites. Ils sont reconnaissants. Et quand ils sont reconnaissants, ils vous respectent. Donc, pour avoir de l'influence, ayez d'abord une bonne tenue physique, soyez compétent dans vos domaines et soyez au service des autres. Ah, ça. Et quel type de personnes fréquenter pour réussir? Quel type de personnes fréquenter pour réussir? Il faut fréquenter des personnes qui ont ou qui sont en train de réussir dans ce qu'on veut faire. Si je veux être un grand sportif, je fréquente des sportifs. Je cherche un endroit où je vais trouver des sportifs, je les fréquente. Tout simplement. Si je veux être un grand trader, je fréquente des traders. Si je veux être un grand athlète, je fréquente des athlètes. Si je veux être un grand orateur, je fréquente des orateurs. Parce que notre cerveau fonctionne comme un miroir. Il répète ce qu'il voit. Et on voit ça chez les enfants. Quand vous faites quelque chose à côté d'un enfant, sa manière la plus simple d'apprendre, c'est de répéter ce qu'il vient de voir. Si vous mettez quelque chose au feu, derrière, après lui-même, il aura fait la même chose. Parce que c'est comme ça que le cerveau fonctionne. Le cerveau ne fait que répéter ce qu'on voit ou bien ce qu'on entend.
Donc, si vous vous mettez dans un environnement où les gens ne réussissent pas, votre cerveau va avoir le même comportement, exactement comme ces gens. Vous allez commencer à vous habiller comme eux, vous allez commencer à parler comme eux, vous allez commencer à vous coiffer comme eux, etc. Donc, tout sur vous va ressembler à votre environnement, parce que c'est ce que vous avez l'habitude de voir. Donc, si vous voulez réussir dans quelque chose, allez d'abord dans un environnement où les gens sont en train de réussir dans cette chose. Et naturellement, même si vous ne le voulez pas, à force de fréquenter cet environnement, votre cerveau va absorber tout ce qui se fait dans cet environnement. Et c'est comme ça que vous aussi, vous allez commencer à avoir les habitudes de cet environnement. Et c'est ces habitudes qui vont créer les résultats que vous voulez sur le long terme. Le sport est indispensable pour réussir. Est-ce que le sport est indispensable pour réussir? Je dirais oui. Parce que, comme je l'ai dit, la réussite, ce n'est pas ce que vous avez, mais c'est ce que vous êtes. Si quelqu'un a des millions et que la personne est sur un lit d'hôpital, cette personne, je ne pense pas qu'on appelle ça une réussite. Si quelqu'un a de grandes maisons et finalement cette personne vit seulement, enfin, il vit seul dans ses maisons, il a une grande villa, mais dans cette villa, il habite seul. Il n'a pas d'enfant, il n'a pas de femme, il n'a pas de famille, il n'a rien, il est juste seul. Il se lève le matin, il se couche le soir. Même lui-même sera malheureux, malgré ce qu'il a. Donc, la réussite, ce n'est pas ce que vous avez, mais c'est ce que vous êtes. Donc, vous devez plus vous concentrer à être une meilleure personne plutôt qu'à avoir des possessions. Et être une meilleure personne, ça commence d'abord par être en forme physiquement. Et être en forme physiquement, la meilleure manière de le faire, c'est d'avoir une activité physique. L'activité physique, notamment le sport. Donc, quand vous faites du sport, vous vous sentez bien dans votre peau et ça vous permet déjà d'être beaucoup plus disposé à faire les activités qui vont vous permettre de réussir dans d'autres domaines. Par exemple, si vous voulez écrire des livres, vous avez besoin d'endurance mentale. C'est-à-dire, écrire un livre, il faut beaucoup lire, il faut beaucoup avoir le sens du détail, il faut passer beaucoup de temps à rédiger, etc. Donc, tout cela demande de l'endurance mentale. Et si vous n'avez pas cette endurance mentale, naturellement, il vous sera difficile de le faire. Donc, le sport vous aide à améliorer votre endurance mentale. Si vous êtes un commerçant ou bien si vous faites dans le transport, vous avez besoin d'endurance physique. Et l'endurance physique, c'est le sport qui vous permet d'avoir l'endurance physique. Donc, vous devez faire régulièrement du sport si vous voulez réussir. C'est ce que je recommande. Comment débuter efficacement dans un domaine? Comment débuter efficacement dans le trading? Comment débuter efficacement dans la vente? Débuter efficacement dans le montage? Débuter efficacement dans la musique, dans la danse, peu importe. Pour débuter efficacement dans un domaine, il faut observer. Généralement, je prends l'exemple de la médecine. Quand on veut apprendre à devenir médecin, la première des choses qu'on nous fait faire, c'est de nous envoyer à l'hôpital pour observer. Donc, on appelle ça des stages. Donc, on observe. On regarde qu'est-ce qui se fait là-bas. Ah, comment les gens piquent. Comment les gens administrent tel traitement. Comment les gens mettent la seringue. Donc, je reste là et j'observe d'abord. Donc, quand je veux débuter dans quelque chose, je dois observer et être à l'écoute. Donc, naturellement, cela renvoie à l'environnement. Je dois savoir où est-ce que la chose que je vais apprendre se fait. Je vais là-bas, je trouve quelqu'un avec qui travailler et j'observe comment il fait. J'observe comment il bouge, j'observe comment il dispose, comment il fait. Et une fois que j'observe, je commence à répéter petit à petit sous sa surveillance ou bien sa supervision. Ça peut même commencer seul, même en voulant être autodidacte. Si vous voulez apprendre à faire un business en autodidacte, vous allez d'abord sur YouTube et vous observez comment les gens font. Ce n'est pas seulement que de la théorie. Si vous voulez apprendre à faire la conception d'un site web, par exemple, vous allez sur YouTube, vous regardez quelqu'un faire la conception du site web, vous observez. Et une fois que vous le faites, vous essayez de répéter vous-même. Sauf que vous allez bien sûr commettre certaines erreurs, que s'il n'y a personne pour vous guider, il sera difficile de les corriger. Donc, vous avez besoin d'un guide. Mais pour débuter, c'est l'observation et l'écoute. Donc, je pense qu'on est arrivé au terme des différentes questions de ces différents podcasts. Espérons que vous avez appris énormément de choses. Je pense qu'on va devoir répéter et faire d'autres podcasts de ce genre pour permettre toujours à la personne ou bien aux personnes d'apprendre davantage. Et si vous souhaitez travailler avec notre académie Boom Crash Empire dans les compétences qui vous permettront de pouvoir réussir en trading, notre académie reste entièrement disponible et disposée. Il suffit de descendre dans la description de la vidéo pour retrouver tous les liens qui vont vous permettre de nous contacter et surtout prendre un coaching ou prendre une session de formation avec nous pour pouvoir booster votre activité. Si vous voulez qu'on aborde un sujet particulier ou du moins répondre à une question particulière lors de nos prochains podcasts, dites-le nous dans les commentaires, ça nous fera un plaisir de partager nos connaissances avec vous. En attendant, on vous souhaite une excellente semaine de trading, de travail et surtout booster votre business.